Je m'appelle Guillaume Rocheron, je suis superviseur des effets spéciaux. Je travaille dans le milieu depuis presque 25 ans. Les 3 phases de pré-production, tournage et post-production sont vraiment différentes. La post-production, pour nous, est la période la plus compliquée parce que c'est là où toutes les pièces qu'on a mis un peu partout au niveau de la pré-production et du tournage s'assemblent, et c'est là où on va vraiment réaliser la vision. Au niveau, on va dire, production, on commence beaucoup plus en amont. Donc maintenant, je travaille sur un film pendant 1 an et demi ou 2 ans, où on commence en général par la lecture du script, du scénario, on va dire, et puis déjà d'identifier si le film est faisable. Et si le film est faisable aussi avec un certain budget et avec des délais, etc. Et maintenant, je travaille directement avec les réalisateurs, les studios, les autres chefs de département, comme caméra, costume, production design, etc. Pour designer le film en amont. Et après, je m'occupe du tournage, s'il faut tourner des choses de manière spécifique ou s'occuper d'une petite unité qui fait juste des effets spéciaux. Et après, en post-production, je m'occupe, pareil, de tous les studios qui travaillent en fait sur le film et m'assurer vraiment que le travail est fait. C'est pas seulement de manière qualitative, mais c'est aussi de manière à ce que ça fonctionne pour le film, pour l'histoire, et comment le film évolue, et de vraiment designer tout ça en fait pour que on puisse raconter l'histoire que le réalisateur veut mettre à l'écran. Certains films, par exemple, sont compliqués en pré-production parce qu'ils ont des concepts particulièrement abstraits, par exemple. Je pense à Nope, qu'on avait fait avec Jordan Peele, où la pré-production, on devait designer la créature et vraiment comprendre comment est-ce qu'on design ça, à quoi ça va ressembler et comment on peut l'utiliser pour raconter l'histoire. Parce que c'est pas quelque chose qu'on veut designer en post-production, c'est quelque chose qu'on veut vraiment y réfléchir précisément. Et puis aussi, pour faire tout ce qui était les Day for Night, on voulait créer les scènes de nuit, pas comme une scène de nuit, on va dire, hollywoodienne, mais plus comme on voit la nuit avec l'œil, en fait. Ce qui est très différent. Ça veut dire que si vous mettez une caméra la nuit, dehors, sans lumière, ça va être complètement noir. Quand on tourne la nuit, on a tendance à éclairer, on met de la fumée, on fait des silhouettes, on design une image un petit peu stylisée, on va dire. Alors que si vous allez, par exemple, dans votre jardin ou la forêt la nuit, au début vous voyez rien, mais au bout d'un moment l'œil s'adapte et puis on commence à voir les formes, on commence à voir les couleurs, on commence à voir assez clairement en fait. Et c'est ça qu'on voulait créer en fait. Et donc en pré-production, c'est là où on devait se dire comment est-ce qu'on fait ça. On peut pas tourner la nuit. Donc l'idée c'est de tourner le jour et de faire une technique de Day for Night à la Lawrence d'Arabie. Mais c'est quand même très limité, c'est quand même très stylisé, ça ressemble pas à la nuit comme on la voit. Donc on a avec le chef opérateur Van Hoytema, on a designé cette espèce d'idée de tourner avec des caméras infrarouges et de les aligner avec une autre caméra qui va filmer en couleur. Et comme ça, la caméra infrarouge, en fait, quand on filme en plein jour, inverse le ciel. Donc le ciel qui est la chose la plus claire devient la chose la plus sombre, donc ça ressemble à quelque chose de filmé la nuit, sauf que l'infrarouge est en noir et blanc. Et puis aussi, il n'y a pas de réflexion dans les yeux, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Et donc on a développé cette idée de on va tourner avec 2 caméras qu'on va aligner parfaitement. Donc on a dû designer ça en pré-production. Et après en post-production, prendre ces 2 images-là et designer le look en fait de nos nuits en fait. Ça veut dire comment est-ce qu'on va rendre les visages, comment est-ce qu'on va rendre le ciel, comment est-ce que la lumière va s'estomper dans la distance, etc. Donc on a dû faire tout ça en pré-production pour vraiment être sûr que si on tourne une grosse partie du film comme ça va être réalisable. Dans ces cas-là, il y a beaucoup de pré-production. On a eu un peu cette même idée sur quand on a fait l'Odyssée de Pi, où en pré-production, la simulation des océans, etc. C'était comment est-ce qu'on fait ça? Et surtout à l'époque, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui qui permettent de faire ça de manière, je dirais pas simple, mais c'est plus accessible. On devait être en 2010, 2011 quand on commençait à regarder ça. C'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément possible technologiquement de faire à échelle en fait. Et donc on a fait 1 an et demi de recherche et développement pour
inventer des nouvelles méthodologies pour pouvoir animer les océans, ce qui voulait dire pouvoir contrôler la composition, le look, le timing, et vraiment raconter l'histoire et pouvoir itérer assez rapidement, on va dire. Et après, on a développé les techniques de simulation qui nous permettaient, au-dessus de ça, voilà, au lieu de simuler l'océan, du fond de l'océan au haut des vagues, voilà, de simuler juste quelques mètres, en fait, par-dessus la surface animée. Et c'est une technique qu'on appelait refined sheet. Voilà, c'était juste une sheet, un drap de voxels qu'on simulait par-dessus. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde utilise. C'est comme ça qu'on fait les océans et c'est comme ça que... Voilà, mais c'est vrai qu'on a développé un peu cette méthodologie pour pouvoir faire ça. L'Odyssée de Pi, c'est aussi une cérémonie des Oscars qui est restée un peu dans les mémoires du côté de la communauté des effets visuels. Sur le moment, on est... ça va très vite en fait. Et c'est vrai que voilà, entre Rhythm and News qui a dû mettre la clé sous la porte, et c'est vrai que voilà, notre speech qui a été coupé très court. All the artists who worked on this film for over a year, including Rhythm and Hughes. Sadly, Rhythm and Hughes is suffering severe financial difficulties right now. I urge you all to remember. Bon voilà, c'était plus rétrospectivement, voilà, un peu la conjoncture est un peu étrange en fait, d'être récompensé pour voilà, notre travail de plusieurs années, et puis qu'au final, voilà, c'était vraiment, voilà, ça nous a pris du temps un peu à l'analyser, et puis à se rendre compte vraiment, ah ouais, une drôle d'opposition, on va dire. Et à l'époque, ça avait été un des déclencheurs d'un mouvement dans le secteur des effets visuels, des gens qui avaient mis des avatars en vert sur les réseaux sociaux, des appels à créer des syndicats, à s'organiser un peu plus. Ça n'avait pas donné grand-chose. Ces derniers mois, il y a eu différentes annonces à droite à gauche. Comment est-ce que tu vois ça ? Pourquoi maintenant c'est différent d'il y a une dizaine d'années ? Parce que je pense que déjà une dizaine d'années, notre industrie n'était pas aussi mûre qu'aujourd'hui en fait. Ça veut dire à l'époque c'était encore... c'était assez fragmenté, il y avait des studios un peu partout dans le monde, et aujourd'hui c'est vrai que voilà, c'est plus globalisé. Et donc les méthodes de travail sont plus globalisées, donc l'expérience, on va dire, commune, on va dire, des artistes, c'est un peu plus uniforme. Et donc c'est vrai que voilà, les appels à faire des syndicats et tout ça, c'est une bonne chose pour les artistes. Si ça aide à réguler un petit peu comment ils travaillent et d'avoir des conditions de travail qui sont respectueuses. Voilà. Donc si ça aide à faire ça, c'est une bonne chose. T'es resté très longtemps chez NPC, ce qui est 17 ans. ce qui est pas forcément la chose la plus courante. Pourquoi est-ce que t'es resté aussi longtemps et qu'est-ce qui t'a décidé à changer de studio ? Je suis resté longtemps parce que j'y étais très bien. Et que c'est vrai, j'ai eu l'opportunité de vivre à Londres, de vivre à Vancouver, de vivre à Los Angeles. Et que ça a été une période très, très intéressante. L'industrie a changé beaucoup et voilà, j'ai toujours eu la chance de travailler sur des films qui me plaisaient beaucoup et avec des gens formidables aussi. Et pour moi, c'est ça le plus important. Après, voilà, la fin, c'est que, comme tu dis, voilà, au bout de 17 ans, parfois, voilà, c'est juste bien de voir autre chose, en fait. Et c'est rare, justement, des gens de notre métier, de rester longtemps quelque part, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à changer d'un film à l'autre, etc. Donc voilà, mais c'est plus voilà, une question de timing, et puis voilà, de vouloir voir quelque chose de nouveau. C'est un peu comme quand je suis parti de la Buff en 2005, c'était vraiment plus par curiosité d'évoluer, de voir quelque chose d'autre en fait. Buff, surtout à l'époque, c'était beaucoup plus petit. Quand j'y ai commencé, il y avait 30-35 personnes. C'est là où j'ai tout appris en fait, vraiment du métier. Et c'est vrai que parce que c'était tout petit et que Pierre avait vraiment conçu le pipeline de la Buff, en fait, en tant qu'artiste individuel, tu peux faire un plan du début à la fin en fait. Et tu peux vraiment avoir le contrôle créatif sur tous les aspects. Et surtout, on avait voilà, des choses hyper créatives et un peu, on va dire, en dehors de la norme à faire. Et ce qui demandait des approches techniques un peu inhabituelles et une approche artistique aussi inhabituelle. Et donc, c'était vraiment plus artisanal.
Et c'est vrai que, comparé à aujourd'hui, les méthodes de production globales sont moins artisanales et c'est beaucoup plus, on va dire, sérialisé parce que la quantité d'effets est tout simplement astronomique. Dans une comédie, vous pouvez avoir 500 plans en effets spéciaux. Je suis pas allé à l'école pour apprendre l'infographie. Parce que j'ai commencé à la BUF avant d'être rentré à Méliès. Ça veut dire que j'ai commencé à la BUF, j'étais encore au lycée. Et j'avais 17 ans, ils m'accueillaient, ils m'ont pris et ils m'ont dit voilà, tu peux venir travailler chez nous pendant les vacances, enfin quand tu veux en fait. Et puis voilà, ils m'ont formé comme ça. Et parce que j'ai toujours été autodidacte, voilà, je faisais des petits courts-métrages chez moi, etc. Et ce que je me suis rendu compte une fois que j'ai passé mon bac, c'est que étant autodidacte, j'ai appris à travailler les images sur un ordinateur. J'avais besoin d'avoir une éducation, on va dire, sur la peinture, la photographie, la sculpture, comprendre, on va dire, l'art d'une manière plus globale, plus que raconter des histoires sur ordinateur, en fait. Donc, pour moi, voilà, la formation à Méliès était super pour ça, parce que c'est vrai que c'est une des choses les plus importantes. Ça veut dire que les outils changent tous les 3 ans, les 4 ans, etc. La technologie évolue, donc la demande pour les artistes est constamment différente. Mais c'est vrai que le savoir-faire n'est pas juste de maîtriser un logiciel. Le savoir-faire, c'est de comprendre comment faire une image ou une partie d'une image de manière intéressante, qui raconte l'histoire et qui soit appropriée à la vision du réalisateur. Quand je parle, on va dire, à des étudiants, etc., c'est là où je dis, c'est le côté le plus important, c'est vraiment de comprendre ça pour quand tu fais quelque chose, tu as une compréhension de du but, en fait. Les outils, ça s'apprend. Les outils, voilà, on a tous changé d'outils 5 fois ou plus au fil des années. Donc, l'outil est important, parce que c'est vrai qu'il faut le maîtriser, c'est un métier technique, mais c'est vrai que le savoir-faire, de comprendre comment réaliser une image, c'est ça qui fait que certains artistes sont meilleurs que d'autres. Tu es un peu ici en tant qu'ambassadeur de Dineg. Comment est-ce que tu vis ça et comment est-ce que tu l'abordes ? Moi, j'adore parler de ce qu'on fait, et souvent, ce qu'on fait, c'est un peu, on va dire, dans l'obscurité. Enfin, c'est inconnu, le grand public ne sait pas forcément comment sont faits les effets spéciaux. Et d'une, c'est bien de communiquer sur comment on a réalisé certaines choses, parce que c'est vrai que dans la communauté d'effets spéciaux, on se parle tous, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de dire, ah bah tiens, voilà, ils ont fait ça comme ça sur ce film-là, ils ont fait ça comme ça sur ce film-là. Donc, c'est bien de pouvoir en parler et justement d'échanger à ce niveau-là. Et je pense que c'est bien aussi pour les jeunes, ce qui est le côté le plus important, de voir un petit peu comment les choses sont faites dans les grands studios et sur les grosses productions, etc. Moi, quand j'étais plus jeune, enfin voilà, même avant de commencer à la BUF, je lisais Cinefex. Et donc voilà, je dévorais le magazine parce que voilà, il y avait tellement d'informations dedans. Et même si tout n'est pas forcément accessible, parce que parfois les choses sont compliquées ou tellement spécialisées, mais c'est vrai que c'est important de continuer un petit peu cette mise en avant, on va dire, du travail qui est fait, et du travail aussi qui est fait par les artistes. C'est pas juste moi, mais c'est vraiment important pour moi de, voilà, si voilà, il y a des simulations exceptionnelles qui ont été faites sur l'Odyssée de Pi. Bon, c'est pas juste moi, c'est l'équipe qui a fait les simulations, et ça, c'est important d'en parler et de mettre leur travail en avant. Il y a un peu ce mouvement de dire, voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. Et je pense que c'est plus une réaction à essayer de dire, voilà, on a essayé de faire les choses différemment. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'est pas parce que les effets spéciaux sont invisibles, parce qu'ils sont très bons, qu'il n'y en a pas. On vit aujourd'hui, et c'est un peu une problématique qu'on a sur beaucoup de films qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on amène une nouvelle expérience au spectateur. Parce que c'est vrai qu'on peut vite se désensibiliser, en fait, sur le spectacle et les blockbusters et tout ça. Et donc c'est vrai qu'on est constamment en recherche de comment est-ce qu'on amène une expérience unique, etc. Des choses qu'on essaye beaucoup de faire dans les effets spéciaux. Après que voilà, la communication dise voilà, on n'a pas utilisé d'effets spéciaux, c'est évidemment dommage, et je préférerais quand même que
souvent des milliers d'artistes qui travaillent sur certains films soient reconnus un peu plus. Moi, j'aime beaucoup faire des effets où le réalisateur me pose une problématique qui va faire que les choses, je vais peut-être devoir approcher les choses de manière différente. Et justement, ça amène à l'innovation et à penser aux choses différemment. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, en fait, dans le métier. C'est pas juste, d'en faire le plus possible. C'est plus, comment est-ce qu'on crée une expérience, un peu nouvelle. Et moi, c'est pour ça que j'adore les effets spéciaux, parce que c'est vrai que, quand j'ai vu La Guerre des Étoiles, certains Spielberg, Jurassic Park, bref, ayant grandi dans les années 80, il y a vraiment ce sens on est émerveillé par ce qu'on voit, parce qu'on sait pas comment c'est fait. Et moi, j'essaie de retrouver un peu ça aujourd'hui, de faire un peu le tour de magie où le public va se dire il y a quelque chose, mais on sait pas vraiment. Et voilà, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça amène à beaucoup d'innovation et à penser un peu différemment et à essayer des choses différentes. Est-ce que tu peux te permettre d'ailleurs de choisir les films sur lesquels tu travailles ? En général, oui. Enfin, ça, c'est toute une question, on va dire, d'affinité aussi avec les réalisateurs, le style de travail, et puis c'est pas noir et blanc, on va dire. C'est souvent, il y a un réalisateur qui aime bien mon travail sur un certain film, etc. Et puis on se parle, et puis c'est une question de partager un point de vue pour arriver à faire un projet, en fait. On est vraiment des collaborateurs. C'est comme un chef-op. C'est pas juste, tu sais faire une certaine chose, c'est quelle est ta vision et quelle est ton approche, etc. Et donc souvent, on est d'accord sur beaucoup de choses, et on est enthousiaste à l'idée de peut-être on peut essayer de faire quelque chose comme ci ou comme ça. Donc tout démarre toujours de ça, en fait. C'est des questions d'affinité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des réalisateurs qui viennent en disant nous on aimerait bien bosser avec Guillaume Rocheron parce que on a vu son travail, ou parce que j'ai déjà travaillé avec lui et je veux à nouveau... J'espère. Non, et je pense que c'est le cas aussi, parce que c'est vrai que en tant que superviseur d'effets spéciaux, on est des collaborateurs, on va dire, proches du réalisateur. On est souvent, et on est vraiment dans la conception du film, donc c'est toujours vraiment une question d'affinité. Et souvent, ça peut être, j'ai travaillé avec un réalisateur, et puis qui parle de moi, un autre, et puis les choses se font comme ça, en fait. Mais ça peut être toujours différent. Parfois, c'est du hasard, et parfois, c'est des relations de fil en aiguille, en fait. Je sais pas si je peux en choisir un, mais c'est vrai que les derniers, Bardot et Nope, et 1917, Ad Astra, etc., c'était des expériences parce que j'ai vraiment apprécié que c'est l'utilisation des effets spéciaux au service d'une vision spécifique d'une histoire, pas juste au service du spectacle. Et ça, c'est quelque chose auquel j'aspire, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Un autre gros sujet, c'est l'IA, notamment l'IA générative. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois ça ? Est-ce que tu en as peur ? Est-ce que tu es enthousiaste ? J'en ai pas peur, parce que je pense que comme toute évolution, c'est un outil qu'on doit mettre au service de raconter des histoires. Je pense que le problème, c'est tu peux utiliser l'IA pour faire des images, mais nous, on fait pas juste des images. On fait des images pour raconter une histoire. Et ça, c'est quand même très différent. Et nous, ça fait, le machine learning, tout ça, ça fait 10 ans qu'on utilise ça. Ça fait très longtemps, que c'est implémenté dans les pipelines. Est-ce que ça va changer les choses ? Ça va changer comment on approche la conception de certaines choses. Comment, je ne peux pas le prédire, mais c'est pas parce qu'on peut faire des images avec l'IA que ça sera toujours l'outil le plus adapté. Et c'est pas parce que le simple fait de pouvoir faire des images est suffisant. Parce que c'est comme tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tourner un film avec un téléphone, mais on tourne toujours des films avec des caméras spécialisées. Ça veut pas dire que les deux ne peuvent pas être compatibles. Mais on va juste devoir apprendre à travailler avec et à comment l'utiliser justement de manière à ce qu'on garde la créativité, en fait. Les artistes
c'est ça qu'ils amènent en fait. Il y a une expertise technique qui évolue, ça évolue tous les 5 ans, et voilà, ça va évoluer, mais on amène vraiment voilà, une sensibilité, une approche et un angle particulier pour raconter des histoires. Donc je pense que ça, ça restera parce que c'est ça qu'on fait en fait, on raconte des histoires. On m'a jamais demandé d'en utiliser et c'est pas quelque chose de commun. Je pense que tout le monde essaye de voir, de comprendre un petit peu parce que c'est tellement récent et c'est arrivé tellement vite en fait que on comprend pas exactement tous les tenants et aboutissants en fait, comment ça a été entraîné, comment les modèles sont générés, etc. À l'inverse, par exemple, de quand on fait des deepfakes qui utilisent du machine learning, etc., qui sont entraînés sur des données très particulières. Voilà, tout ce qui est IA générative, on ne sait pas encore exactement les sources et comment, voilà. Et ça, va falloir qu'on le comprenne avant de pouvoir l'utiliser de manière professionnelle et avec les studios.